Le casque Topol a nécessité une quinzaine d'années de développement. C'est une création française. Ce joyau de la société Thales équipe les pilotes de Caïman, mais aussi de Tigre. Le Topol est le prolongement naturel des pilotes de combat. On s'y fait assez vite, j'allais dire, un petit peu comme une voiture où au début, vous devez regarder vos rétroviseurs, le clignotant. Au début, ça paraît pas naturel et au fur et à mesure que l'on pratique, en fait, on a toutes les informations qui tombent directement dans le champ de vision et ça permet justement de garder un haut niveau de sécurité et de concentration sur ce qui se passe à l'extérieur de la machine. Son tarif est à la mesure de la technologie incroyable qu'il recèle, l'équivalent de plusieurs berlines allemandes pour un seul exemplaire. Mais il existe un obstacle où le casque n'est pas encore efficient. Le premier risque, c'est la ligne, les lignes électriques. C'est l'obstacle qui est le plus difficile à percevoir. Alors je dis ligne électrique, ça peut être des câbles de débardage en montagne, un téléphérique, parce qu'en fait ce genre d'obstacle, gris sur fond vert souvent parce que ce sont sur fond d'arbres, et dans certaines conditions de luminosité, impossible à distinguer. On a des procédures qui permettent de voler bas, mais en volant hors des trajectoires habituelles de ces câbles, qui en fait ont tendance à couper les vallées. Donc on essaie plutôt d'être sur le haut des flancs de pente, là où sont les poteaux. Voler à 10 mètres du sol, à plus de 150 km/h, est un exercice hautement périlleux. C'est un vol qui, je dirais, est le vol le plus extrême, le type de vol le plus extrême qu'on ait créé dans l'aviation légère de l'armée de terre et qui demande un entraînement qui est extrêmement approfondi également et quotidien. Prendre un câble dans un rotor, c'est l'assurance d'un crash. Alors pour contrer ce risque, le NH90 Caïman est doté de pièces métalliques spécifiques. Ce sont les coupeurs de câbles. Ils sont au-dessus et en dessous du cockpit. Avec la vitesse, ils ont la capacité de couper des câbles de différentes sections. Généralement, les très hautes tensions, on ne les sectionnera pas, mais elles sont quand même assez visibles, les lignes. Et les petites tensions ou les 3 brins seront sectionnés, mais avec potentiellement des dégâts qui peuvent être faits sur la machine, hein, parce que le câble est sectionné, mais ça peut taper les pales ou des choses comme ça. Une pale de Caïman fait un poids de 125 kg. Mais un câble peut l'endommager sans problème. Il faut donc pouvoir esquiver au dernier moment, s'il le faut, la présence des lignes électriques. Et pour cela, cet hélicoptère dispose d'une première mondiale. Auparavant, dans les générations précédentes, on avait une tringlerie physique, mécanique, entre le manche du cockpit et le rotor qu'on a au-dessus de nos têtes. Il n'y avait aucune interruption mécanique entre ces deux éléments. Donc le pilote était en prise directe, si je puis dire. Cette mécanique que l'on retrouve dans la totalité des appareils des armées du monde entier n'existe pas sur le Caïman. L'appareil est conçu avec des commandes électriques, une première et une révolution dans le monde des hélicoptères de combat. Dans les commandes de vol électrique, les manches qu'on utilise pour piloter, donc que ce soit le manche cyclique, donc le manche principal, comme les palonniers ou le pas général, qui est un genre de frein à main qu'on a à côté qui permet de monter ou descendre, ils sont reliés à un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui va analyser ces mouvements pour les retranscrire ensuite sur des vérins hydrauliques pour retransmettre au rotor et contrôler la machine. Et cela change tout. Les commandes deviennent encore plus sensibles et bien plus précises. Et c'est aussi un gain de masse sur des commandes de vol traditionnelles. C'est la même technologie qu'on va retrouver sur le Rafale, par exemple, ou sur des avions de ligne comme la 320. C'est pas anodin, ça permet de gagner, malgré son gabarit, en précision de pilotage, en maniabilité et en réactivité de pilotage.
Concrètement, aux commandes, quand je pilote cet hélicoptère, je n'ai pas l'impression d'avoir une machine de 10 tonnes et près de 20 mètres de long. Les commandes d'un hélicoptère, comparées à un avion, sont extrêmement sensibles. Entre pilotes, on a coutume de dire que ça se pilote sur une pièce de 2 euros. Donc vous voyez l'ordre de débattement. Des circuits électriques, c'est aussi une sécurité supplémentaire lors des missions. Le deuxième grand avantage, on va dire, des commandes de vol électriques, c'est la redondance qu'on peut donner aux circuits de commandes de vol. Pour un aéronef militaire, on n'a pas qu'un seul circuit, on a 4 circuits de câblage qui nous permettent d'aller jusqu'aux commandes de vol. Et pour le champ de bataille, c'est quelque chose qui est intéressant puisqu'effectivement, on n'aura pas de problème de commande de vol électrique dès le premier impact. Même si certaines parties plus sensibles du Caïman sont renforcées par des plaques de métal, des tirs de mitrailleuses peuvent endommager sérieusement l'appareil. Ces redondances sont donc essentielles pour préserver les commandes. Et l'une des zones particulièrement protégées concerne les technologies liées à la communication. Sans possibilité de recevoir des informations sur la mission, un hélicoptère n'est plus dans la capacité d'intervenir correctement. Cette liaison avec le monde extérieur, 2 hommes dans le cockpit s'en chargent. Il y a le chef de bord se trouvant à gauche du pilote. C'est lui qui prend toutes les informations et fait une synthèse complète. Il reçoit des situations géographiques des troupes alliées au sol. Il est informé des risques nouveaux et de la position des ennemis. Il communique aussi avec d'autres hélicoptères comme le Tigre ou bien des Rafales. À l'arrière, le 3e homme. Le mec-nav pour mécanicien navigant. C'est lui qui connaît le mieux le NH90 Caïman. Il a une parfaite connaissance de la mécanique et sait anticiper tous les problèmes techniques que peut rencontrer l'équipage dans une mission. Il gère aussi la partie armement qu'il met à disposition du pilote. À l'arrière, le membre opérationnel de soute. Portes grandes ouvertes, le MOS a toujours le regard sur l'extérieur pour guider le pilote sur ce qu'il ne voit pas. Alors le guidage, c'est une partie importante du métier de membre opérationnel de soute parce que comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui fait 20 mètres de long pour 17 mètres de diamètre rotor. Et donc devant, ils ont un champ de vision à peu près à 180 degrés. Et tout ce qui se passe derrière, à partir du moment où ils n'ont plus de visuel dessus, ça peut être compliqué. En Caïman, en plus, on a une vue assez limitée du fait qu'on a un gros tableau de bord et des petites fenêtres. Et ben, lui, il peut me permettre de poser dans des endroits où on ne pourrait pas poser en temps normal. En communiquant constamment les uns avec les autres, le quatuor est d'une efficacité redoutable. Et c'est essentiel. La complexité des missions lors de la dépose ou l'attente pour récupérer des commandos à quelques mètres des ennemis lourdement armés est une prise de risque immense.